Chaque jour, d'un bout à l'autre du pays, des milliers de personnes font la différence et maintiennent le filet social en place pour aider les communautés plus vulnérables. Vous êtes sur le point de les découvrir et de plonger dans un monde où des gens qui n'ont rien d'ordinaire accomplissent des choses assurément extraordinaires. Des gens avec un cœur grand comme le monde et qui contribuent à changer le monde. Bonjour tout le monde! Bon, tout le monde, il n'est pas anodin avec tous les reculs en matière d'équité, diversité, inclusion, EDI, chez nos voisins américains depuis le retour en poste de Trump. Vous le savez, Canalem est la voix de l'inclusion et si vous nous écoutez, c'est que ces valeurs vous tiennent à cœur et que vous faites peut-être partie d'une de ces communautés pour lesquelles Canalem existe. Au nom de toute l'équipe des Héros Anonymes, je vous remercie d'être à l'écoute et de soutenir notre mission. Aujourd'hui, nos deux invités nous invitent à découvrir l'univers d'un groupe doublement vulnérable. Les enfants qui vivent de l'insécurité alimentaire et les enfants gravement malades. Les premiers ne mangent pas toujours à leur faim, alors que les seconds luttent pour pouvoir continuer à croquer dans la vie. En première partie, nous vous proposons la petite histoire d'un ancien policier de Thetford Mines qui était révolté de constater que plusieurs enfants du primaire allaient à l'école le ventre creux. Pendant des années, Michel Véraud a distribué des collations santé à 35 enfants d'une école primaire, puis une autre école lui a fait un petit coucou, puis une autre, puis une autre, puis une autre, jusqu'à ce qu'il crée la Fondation Collation Élèves Démunis, qui aide aujourd'hui près de 400 enfants dans 19 écoles primaires de la région de Thetford Mines. En seconde partie, nous discutons avec Geneviève Lerouzès de la Fondation Les Gouverneurs de l'Espoir, qui a connu également une progression constante. Les Gouverneurs de l'Espoir, ce sont des donateurs qui s'engagent à donner chacun 1 000 $ pour soutenir financièrement les familles dont l'enfant est gravement malade, en plus de vivre dans la précarité. Car être malade, ça coûte cher. Alors imaginez si en plus d'avoir un budget serré, la vie de votre enfant est menacée. Geneviève Lerouzès nous parlera de la noble et importante mission des Gouverneurs de l'Espoir. Une courte pause et on reçoit Michel Véraud de la Fondation Collation Élèves Démunis. Michel Véraud est un homme qui a toujours eu, comme on dit, le cœur à la bonne place. Et en tant que policier, pendant une bonne trentaine d'années, il a observé des situations qui lui ont déchiré le cœur. Il a décidé qu'il fallait agir. Et c'est un peu toute cette histoire qu'il nous raconte aujourd'hui au micro des Héros Anonymes. Bonjour, Michel. Bonjour, madame, ça va bien? Oui, ça va bien. Mais quand j'entends des histoires comme la vôtre, je me dis que en ce monde un peu obscurci, une chance qu'il y a des héros anonymes comme vous puis qu'on essaie de rendre moins anonymes, justement, dont on raconte l'histoire et qui vont inspirer d'autres personnes à être dans l'action. Bien, premièrement, je veux vous remercier de me donner de la visibilité à votre radio parce que je me considère pas comme un héros, premièrement. Je pense que c'est sain d'aider son prochain. Là. Effectivement, là, j'aide les enfants qui sont dans le besoin depuis plusieurs années. Bien, vous savez, à peu près tous nos invités nous disent ça. On vous appelle les héros anonymes. À peu près tout le monde, lorsqu'on les appelle, disent « ben, je suis pas un héros, je suis pas un héros ». Mais il reste qu'il y a des gens qui déplorent des situations, puis il y en a d'autres qui déplorent et qui agissent. Et vous faites partie de cette race de gens dont on a besoin. Donc Michel, racontez-nous comment ça a parti la Fondation Collation Élèves Démunis. C'était pas une fondation au départ, mais aujourd'hui, on peut dire que vous desservez avec de l'aide, des bénévoles et des donateurs 19 écoles primaires. Et il y a 391 enfants qui sont soutenus, mais ça a commencé tout petit, là. Oui, ça, premièrement, effectivement, comme vous l'avez dit en introduction, j'étais policier pendant 32 ans. Puis dans ma carrière,
l'occasion. C'est pas des belles occasions, mais où je pouvais voir des enfants qui étaient souvent dans le besoin. Et avec ma conjointe, dans les premières années, dans les années 80, on a commencé à aider des familles qui étaient dans le besoin, surtout monoparentales. Puis là, on a tout le temps fait ça. D'ailleurs, je vais le faire encore. C'est parallèle à ma fondation, ça c'est un autre sujet. Et les gens me donnaient, à un moment donné, j'avais des connaissances qui n'étaient pas des policiers, c'était des amis qui savaient que j'aidais des familles. Puis au fil des temps, il y a eu une année, j'avais beaucoup d'argent, j'avais peut-être aidé une dizaine de familles, puis il me restait de l'argent. Puis c'est là que j'ai décidé d'appeler une école, puis de demander à la directrice s'il y avait des enfants qui ne mangeaient pas le matin. Puis là, comme vous l'avez dit, il y avait 35 enfants dans la première école. Fait que là, j'avais dit à la directrice, on va faire une affaire, je vais acheter des collations santé et moi, je vais payer les factures. Puis là, ça a débuté comme ça. Ça a commencé comme ça, puis effectivement, ça s'est su. Il y a une autre école qui m'a appelé. Monsieur Véraud, ça a l'air que vous nourrissez des enfants dans le besoin. Oui. Fait que là, l'école, elle me dit, j'en aurais 7. Bon, j'ai dit, là, même processus. Et au fil il y a une troisième école. Puis là, à un moment donné, là, j'avais 3 écoles. Puis là, on va se le dire, j'avais pas l'autorisation de la commission scolaire de faire ça. Là. C'était de mon propre chef. Puis les directeurs embarquaient dans mon stratagème qui était sain, par exemple. Un sain stratagème, j'aime ça. Bien, c'est sûr que c'est parce que ça amène plein de niveaux. C'est la responsabilité à qui. On va en parler tout à l'heure. Il y a les parents, il y a le système, il y a le ministère. À qui... Mais tu sais, pendant qu'on discute de la responsabilité à qui ces enfants-là ont faim, puis ça a un impact sur leur apprentissage. Vous avez raison, parce qu'au début, quand la commission scolaire, puis c'est pas méchant, ils sont rendus des partenaires en passant, au début, ils n'étaient pas d'accord avec ce que je faisais, parce que il y avait une crainte de donner des choses qui n'étaient pas nécessairement saines pour les enfants. Et on sait que... Mais finalement, je vais prendre le mot battu. Je me suis battu avec eux autres pendant peut-être 1 an. Puis là, ils ont fini par comprendre que ce que je faisais, c'était sain. Ce qui avait peur, eux autres aussi, c'était que j'identifie les enfants qui étaient pauvres. Oui, parce on pourrait voir ça comme une forme d'ostracisation ou discrimination, de dire, ben là, toi, tu as un sac de collation, toi, tu n'en as pas, donc on le voit à ce moment-là qui est pauvre. Oui, mais en tout cas, c'est encore ma vision. Quand j'étais plus jeune, quand j'allais à l'école primaire, moi, je me souviens que j'étais capable de déterminer qui était pauvre ou qui était dans le besoin, pauvre, peut-être pas le bon mot, mais qui était dans le besoin dans ma classe. Je pense que les enfants aujourd'hui encore sont capables ils le détectent. Donc, puis là, il faut faire un choix. Est-ce qu'on laisse un enfant le matin qui a le ventre vide ou on essaie de combler ses besoins nutritionnels en lui offrant différentes collations? Parce qu'on sait que les objectifs de la Fondation, c'est justement de combler les besoins nutritionnels, d'augmenter le niveau de persévérance scolaire chez les élèves, puis minimiser les différences sociales entre les enfants qui sont mieux disposés après ça à l'apprentissage. Puis là, on vise la réussite d'un plus grand nombre d'enfants et d'élèves possible. Oui, pour qu'il y en ait plus de différences plus tard, pour qu'ils bénéficient de certaines... Enfin, des conditions plus gagnantes pour réussir. Mais je vous écoute parler, Michel, puis je me mets à la place d'un auditeur, puis spontanément, je me dis, ben il n'y a pas déjà la Fondation des petits déjeuners qui fait ça au Québec? Oui, mais elle n'est pas présente dans notre région. Ah non, comment se fait? Je ne pourrais pas vous dire. Il y a eu certaines écoles qui l'ont eu à un moment donné. OK, oui. Puis je sais que ça prend des bénévoles, je pense qu'il prend une cuisine adaptée, puis des choses semblables. Mais dans notre région, là, il y a peut-être une école ou deux qui l'ont présentement, puis je ne suis pas certain non plus. Là, parce qu'on descend 19 écoles primaires, pas juste à Thetford, c'est toutes dans la MRC de la région de Thetford. Puis, c'est ça, parce que moi c'est un peu ça qui est arrivé au début, parce qu'il n'y en avait pas de petit déjeuner dans les écoles, puis il n'y en a pas encore aujourd'hui. Puis moi, la différence avec les petits déjeuners, les élèves sont soigneusement sélectionnés par les enseignants dans chaque classe. Donc, c'est pas un enfant qui arrive le matin, puis
Puis, je prends l'exemple d'un policier qui, un matin, il n'a pas eu le temps de faire déjeuner son enfant, il arrive à l'école, puis il ne va pas déjeuner, ben, c'est pas lui qui va manger. Nous sommes soigneusement sélectionnés par les enseignants qui, eux autres, fournissent à la direction les noms. Puis la fondation, moi, je reçois juste les codes permanents. Les enfants ne sont pas identifiés au niveau de ma fondation. Bien, vous faites bien de le préciser parce que c'est sûr qu'il peut y avoir des enjeux de confidentialité. Mais là, je me dis, c'est peut-être, je suis désolée d'utiliser des termes propres au langage des affaires, mais c'est peut-être le modèle d'affaires des petits déjeuners qui ne convient pas dans la région parce qu'il faut une cuisine, tandis que dans votre cas, expliquez-nous là, comment, qu'est-ce que vous offrez puis comment ça se passe. Oui, nous, la façon que ça fonctionne, premièrement, j'ai un conseil d'administration bien établi qui a été mis en place dès le début, parce que au début, j'ai fait une levée de fonds. Mais Michel, ce que je veux dire, c'est que là, ce que je comprends, là, l'enfant arrive à l'école, ça lui arrive pas sur un plateau, c'est pas des repas chauds, c'est un sac qui est mis sur son crochet, c'est ça? Oui, il fait des écoles, c'est des sacs où j'ai 2 livreurs qui vont livrer dans les écoles. Puis le matin, il y a un membre de l'équipe de l'école qui va mettre un sac sur le crochet de l'enfant. Ou il y a aussi des écoles qui ont choisi de faire des plateaux le matin. Puis les enfants viennent, puis ils viennent chercher les collations avant de débuter la classe. C'est un choix de direction qui est fait. Parce que j'ai quelqu'un qui fait des achats, c'est ma conjointe. Puis après ça, j'ai 2 livreurs qui vont livrer dans les écoles en début de semaine, puis ils ont des frigidaires. Les écoles ont des frigidaires, mais il y en a aussi qui ont des cuisines. Il faut dire aussi que la plupart des écoles ont des cuisines. Oui, parce qu'il y a le repas du midi quand même. Oui. Dans ces sacs-là, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve, c'est surtout des produits laitiers, des fromages, des yogourts, ça peut être des légumes aussi, des compotes, c'est des choses semblables pour essayer de soutenir les enfants. Là, présentement, bientôt, on va introduire des galettes nutritives de protéines qui sont délicieuses. J'y ai goûté. J'ai trouvé... Vous êtes votre testeur, c'est bon. Parce que j'allais vous poser la question, il y a des enfants, de plus en plus, on entend parler, on voit le phénomène des allergies. Il y a des enfants aussi qui sont intolérants aux produits laitiers. Alors, quand on a déjà des difficultés financières, puis en plus, c'est difficile de digérer les produits laitiers, qu'est-ce que vous leur mettez dans leur sac? Ben, c'est ça. Les écoles, s'il y a des allergies ou quoi que ce soit, tout ce qui est de noix ou d'arachide, on n'en voit pas. Présentement, à l'école, on n'en voit pas. On n'a pas de ça. C'est pour ça qu'il y a une compagnie de Sherbrooke qui fait des produits dans les galettes, sans produits d'arachide ou de noix. Puis c'est ces produits-là qu'on va introduire dans les écoles pour varier aussi les collations, parce que c'est bien beau les fruits, puis les légumes, puis les yogourts, puis les fromages, ces choses semblables, mais on veut varier aussi. Oui. Donc donc vous parliez tout à l'heure des livreurs. Donc j'imagine que là, ça prend un camion, il y a de l'essence en plus de la nourriture. Oui. Combien ça vous coûte par année, tout ça? Je vais vous dire, puis je remercie les gens de ma région parce qu'ils sont vraiment généreux. Moi, ça me coûte environ 70 000 $ seulement qu'en nourriture. Ah, quand même. Mais pour le camion, j'avais une épicerie que je ne voudrais pas nommer IGA Saint-Pierre. On les remercie. Oui, on les remercie beaucoup parce qu'ils sont vraiment partenaires encore pour la Fondation. Ils nous font des rabais sur nos achats. Ils nous ont fourni le camion de 2010, parce que la Fondation a débuté en 2010, jusqu'en 2019, lorsqu'il est arrivé la pandémie. Donc, il y avait besoin de camion parce qu'il livrait plus. Il nous prêtait le camion et il payait l'essence. Après ça, il y a un généreux encore transporteur de la région, Gauchelin Express, qui, lui, a pris la relève, nous prête un camion à toutes les semaines et paye l'essence aussi pour faire la livraison dans les écoles. Puis j'ai 2 livreurs, puis les 2 livreurs, je vais appeler ça une entreprise pour ne pas identifier qui c'est, rembourse les salaires de mes livreurs. Donc, puis j'ai vraiment
Puis j'ai Raymond Chabot de Grant Thornton qui fait la tenue de mes livres, qui, eux autres, gratuitement aussi. Donc, vous comprendrez que le 70 000 de nourriture, tous les dons, ils vont directement sur la nourriture qui est fournie aux enfants. Oui, c'est ça. Votre modèle de fondation coûte pas cher. Michel, on fait une courte pause, puis on poursuit la discussion tout de suite après. Parfait. De retour au Héros Anonyme, nous discutons avec Michel Verreault qui a créé la fondation Collation Élèves démunis qui distribue des collations santé dans les écoles. Michel, ça a pris une petite courte pause, puis dans ma tête, je me disais, c'est quand même quelque chose que les écoles vous ont appelé, mais qu'est-ce qui fait que personne qui a rien fait, qui s'est dit, on va cogner à la porte, je sais pas moi, du ministère de l'Éducation, parce qu'on a des enfants ici que... J'aime votre question, parce que moi, j'ai cogné à la porte du ministère de l'Éducation. J'ai cogné à la porte du ministère de la Famille. Puis ça, je l'ai fait à quelques reprises, et on me répond que c'est pas leur mission. C'est pas dans leur mission parce que... Non. Parce que c'est vu comme la responsabilité des parents. Exact. Exact. Mais je trouve ça triste et malheureux parce que par contre, je suis obligé de dire que la députée de notre région me fait un don là, depuis quelques années à chaque année. C'est un don discrétionnaire parce qu'elle est touchée. Oui, effectivement, parce que le ministre de l'Éducation quand je lui ai écrit, il m'a réécrit, par exemple. Il trouvait que la cause était belle aussi. C'est bien beau de dire qu'elle est belle, mais j'ai remercié. On voit que le gouvernement, dans certains endroits, va donner de l'argent pour les itinérants, puis c'est correct. Il va donner de l'argent pour les centres des femmes battues ou quoi que ce soit, puis c'est correct. Puis il faut le faire aussi. Mais quand on arrive, les enfants, là, il y a 3 choses que les enfants ont besoin. C'est de la nourriture, des vêtements, puis un endroit pour se loger. Ça fait partie des besoins essentiels. Puis moi, j'essaie de combler un de ces besoins-là, qui est la nourriture. Puis c'est pas facile parce que c'est 4000 collations par semaine. Oui, donc, quand même. Mais il reste que, on peut se poser la question, avant la pause, on parlait de la notion de responsabilité. Vous dites, moi, je m'occupe d'un de ces besoins-là. Mais on peut se poser la question comme société, puis ça n'empêche pas votre grand cœur, et je me dis heureusement qu'il y a des gens comme vous qui sont là, mais comment ça se fait? On le sait qu'on vit une précarité alimentaire, mais la responsabilité des parents, comment on gère ça, puis comment vous voyez ça? Oui, mais les parents, puis c'est là que souvent, il y avait des gens qui me disaient, ouais, mais il y a probablement des enfants que les parents sont alcooliques ou consomment des drogues ou quoi que ce soit. Fort possible. Il y a des gens aussi qui ont de la misère à s'administrer. Il y a vraiment la pauvreté qui est là. Oui. Mais moi, je peux pas juger les parents s'ils ne se lèvent pas le matin puis il n'y a rien dans le frigo, parce que je n'ai vécu des histoires où il n'y a rien dans le frigo. J'ai vu une petite fille, à un moment donné, elle, à tous les jours, ce qu'elle avait dans sa boîte à lunch, c'était un sandwich au ketchup, au pain blanc. C'est pas parce qu'elle aime les sandwichs au ketchup, là. Hein? Puis il y a des enfants avec des bananes, ils connaissaient ça. Ils l'ont vu à la télévision, des bananes. Ils l'ont vu dans les écoles. Il y a des enfants qui n'avaient jamais mangé des bananes. Wow. Donc, vous dites, à quelque part... c'est parce que c'est ça aussi, hein? On peut dire c'est pas ma responsabilité, c'est pas dans ma mission, et tout le monde peut finalement se dire que c'est pas là qui est le problème. Mais en attendant, qu'est-ce qu'on fait pour... Il faut aller à la cause des problèmes, mais les problèmes, en attendant, ils partent pas. Je suis d'accord, parce que les parents, moi, je suis pas capable d'atteindre les parents. Oui, quand j'étais policier, je rencontrais des parents, des fois, qui étaient dans le besoin, je pouvais les orienter vers un organisme pour les aider.
c'est arrivé. Mais là, comme je vous dis, là, j'en ai 400. La Fondation en a 400. Comme vous dites, j'ai pas les noms de ces enfants-là. Mhm. Donc, mais moi, mon besoin, c'est vraiment de combler le besoin nutritionnel des enfants. Oui, il y a un problème plus grave que ça, les parents en arrière de ça, mais ce problème-là, il est plus grand. Je suis pas capable, j'ai pas le contrôle dessus. Fait que vous agissez là où vous pouvez agir. Oui. Puis, je dirais, en aidant les enfants, il y a des comportements, les enfants, parce qu'il y a un plus à ça, parce que les enfants, souvent, un enfant qui a faim le matin, là, il est souvent agressif aussi. Il y a bien des on le sait, on est tous affectés. Là. Quand on a faim, on n'a pas tous l'humeur. C'est encore plus vrai pour, c'est encore plus vrai pour les enfants. Il y a des enfants qui gardent leur collation parce qu'ils ont des bonnes portions. Il y en a qui vont en garder pour le midi aussi, pour accompagner le petit repas du midi quand ils en ont. Fait que, ils sont agressifs. J'ai des directions d'école qui m'ont dit qu'il y a des enfants que le comportement a changé parce que, justement... Ah oui? Ben oui. Wow! Parce que ces enfants-là, après ça, sont étiquetés comme ayant des problèmes de comportement. Oui, j'ai eu un cas dans une région, parce que l'enfant, ils l'ont transféré dans notre région parce qu'il était trop agressif. On va dire que c'était Tipol. Tipol, Tipol, quand il est arrivé dans notre région, puis il était rentré dans une école limitrophe d'un autre territoire, à un moment donné, il était soigneusement, lui-ci, sélectionné pour avoir droit aux collations santé. Fait que Tipol, en partant, il a eu ses collations comme les autres enfants dans le besoin. À un moment donné, l'école où il était dans un autre territoire limitrophe a appelé l'école, il voulait prendre des nouvelles de Tipol. Ils ont dit à vous de la difficulté que Tipol il est encore aussi agressif. Ils ont dit non, Tipol, il n'est pas agressif. Vous avez fait quoi avec? J'en ai des frissons. Je vous écoute, Michel, j'en ai des frissons parce que, en tout cas, moi, de l'extérieur, ce que j'entends, c'est qu'on a un problème systémique. C'est comme si tout le monde travaille en silo, tout le monde fait sa petite affaire. En se disant, en rejetant la responsabilité à un et à l'autre, alors que là, vous êtes en train de démontrer que si on agit sur un facteur, ça impacte un autre. Ben oui, parce que Tipol, en tout cas, la direction nous a dit, fini l'agressivité avec Tipol. Il mange le matin avec les autres. Les vols dans les boîtes à lunch aussi existaient. Ça a diminué, aussi. Les directions d'école me l'ont dit aussi. Oui, parce que tu es en mode survie. Ils sont en mode survie. Mais je me demandais, Michel, est-ce qu'il y en a qui vous ont dit ben là, tu sais, le fait qu'on les identifie, ça ne déclenche pas chez les autres enfants une occasion de discrimination ou de rire de lui ou de dire... Non, je vais vous dire, l'année dernière, j'ai une fille qui... Sa mère m'appelle, la petite fille, elle a 10 ans, dans une école primaire de la région. Elle me dit, Monsieur Véro, ma petite fille va dans une école... Puis, elle a connaissance que votre fondation nourrit des enfants qui sont dans le besoin. Puis, elle dit, elle voudrait faire quelque chose. Wow. Elle dit bien. Fait que là, la petite fille, elle a fait des cupcakes avec sa mère puis des amis. Elle en a fait 1000. Wow. Elle les a vendus $1. Elle m'a remis $1,300. Wow. $1,300, la petite fille. Elle était consciente qu'il y a des enfants qui ont fait des petits entrepreneurs. Vous connaissez ça, des fois, une fois par année. Ben, il y a eu des enfants aussi, des petits entrepreneurs, qui m'appelaient et me remettaient un chèque de 25, 30 $, 40 parce qu'ils savaient qu'ils nourrissaient les enfants dans le besoin dans les écoles. Et ça continue, ça. J'ai des petits dons des enfants, je trouve ça extraordinaire. Les enfants, ils ne voient pas ça mal. Ils savent qu'il y a des enfants qui sont dans le besoin. C'est merveilleux de vous entendre, Michel, parce que on voit d'autres jeunes qui sont dans la solidarité envers ceux qui ont moins de chance qu'eux. Oui, puis la petite fille que je vous parle, qui m'a remis $1,300, c'est une petite fille qui est atteinte d'une maladie rare. Puis, encore cette année, j'ai rencontré sa mère il n'y a pas longtemps, puis elle me dit, M. Véro, elle va le refaire cette année, parce que l'objectif était $300 quand elle m'avait appelé. Puis finalement, ça allait tellement... Les gens se réservaient tellement de cupcakes qu'ils m'ont fait 1000. C'est généreux. La petite fille, elle a travaillé là-dessus, puis
Pour identifier les enfants, moi, je vous dirais que j'ai pas, ça fait 14 ans qu'on existe, puis je vous dirais, j'ai pas eu de négatif pour l'identification des enfants. Et c'est ce qu'on entend, beaucoup d'organismes qui manquent de fonds, qui manquent de financement. Là, j'entends, vous êtes un particulier, vous avez décidé de mettre l'épaule à la roue. Il y a eu des gens qui ont répondu à votre appel. Finalement, vous recevez, de la société civile. Là, vous l'avez dit, vous avez cogné à la porte d'un ministère, vous n'avez pas reçu d'argent. Non. Moi, je tiens à saluer votre initiative. Puis, vous avez, de ce que je comprends, vous avez dû vous créer en fondation parce que là, vous continuez à recevoir des dons, c'est ça? Oui, parce que la fondation, je l'ai créée en 2010 avec une équipe. Puis en 2010, quand je l'ai faite, j'ai fait une levée de fonds auprès des entreprises de la région. J'avais organisé un bref souper. Puis les gens pensaient que c'était le souper, c'était pour ramasser de l'argent. C'est pas ça que je voulais. Je voulais des engagements des entreprises sur une période de 5 ans pour qu'ils me donnent de l'argent. D'ailleurs, ça a fonctionné. Et d'ailleurs, j'ai encore des entreprises qui me donnent. C'est sûr que je suis toujours après cogner aux portes à chaque année à différents organismes. J'ai cogné à la porte de Centraide. Centraide, puis je ne les blâme pas non plus. Centraide, eux autres aussi, ils ont un Non, mais ça, certain nombre Centraide, c'est très compliqué. Ça vaudrait une émission juste en soi. Michel, rapidement, on vous souhaite quoi pour l'avenir? Ce qu'on me souhaite, c'est qu'il y ait des gens aujourd'hui qui m'aient entendu, des entreprises qui veulent donner à la Fondation pour garder la pérennité de cette Fondation-là. Parce que sur ma page Facebook de la Fondation, il y en a une plateforme Zepi qui est sécuritaire. On peut faire des dons. Les gens, même, je suis même prêt à donner mon numéro de téléphone personnel s'il y a des entreprises qui veulent m'appeler pour comment procéder pour des virements bancaires. On émet des reçus. Là. On est une vraie Michel, je vais inviter nos auditeurs à aller sur votre page Facebook. C'est la Fondation Collation Élèves Démunis. Et vous allez retrouver toutes les informations et j'imagine qu'ils pourront vous contacter. Michel Véraud, un grand merci d'avoir été avec nous. Merci, Michel. C'est moi qui vous remercie. Au revoir. Vous écoutez Les Héros Anonymes avec Chantal Doré. Nous poursuivons cet entretien, cette émission autour du thème des enfants. La Fondation Les Gouverneurs de l'Espoir a pour mission d'accompagner les familles dont l'enfant est gravement malade et qui vivent un creux budgétaire. Alors, comme je disais un peu en introduction, imaginez si déjà on dispose d'un budget serré et qu'on doit composer avec une maladie grave chez notre enfant. C'est doublement difficile et heureusement, il y a cette fondation des gouverneurs de l'espoir qui est là pour les aider. On reçoit Geneviève Lerouzès pour nous parler de ce que fait la fondation et de ses défis. Bonjour Geneviève. Bonjour Chantal, merci de la belle opportunité que vous nous offrez aujourd'hui de nous faire connaître. Ben, c'est le rôle de notre émission et on est toujours épaté de voir à quel point il y a d'organisations fantastiques, mais surtout des êtres humains derrière ces fondations qui chaque jour se lèvent avec, je dirais, un défi et qui ont une raison de se lever le matin parce qu'ils savent qu'ils impactent positivement la vie des Québécois et Québécoises. Oui, tout à fait. C'est une mission, je vous dirais, on est une petite équipe de guerrières qui vraiment, tout est ramifié à la Fondation. Il faut qu'on a une idée. Je leur dis souvent, c'est comme des petites cages à hamster là, qui ont des idées qui pop-up pour générer d'autres dons. Donc, oui, tout à fait. C'est un engagement à 100% tous les jours. Donc, ce que je trouve d'intéressant dans le nom de votre fondation, c'est que les donateurs sont aussi dans le nom. Tu sais, souvent, la fondation va porter le nom de ceux qu'on aide. Et dans votre cas, il y a, en fait, ce qu'on apporte, c'est de l'espoir, mais les donateurs sont actifs. Ils ont un nom. Ce sont eux les gouverneurs, c'est ça? Exactement. Un gouverneur, c'est quelqu'un qui donne 1 000 $. Et
il se sent tellement près de son don, justement, qu'il porte le titre de gouverneur. Donc, oui, tout à fait, la base de nos... de la façon d'amasser nos sous sont à prime abord par le nombre de gouverneurs qui lèvent la main année après année. Et là, on est rendu à combien de gouverneurs? Ce matin, on est à 421 gouverneurs qui ont levé la main pour l'année en cours. 421, wow! Pour l'année en cours? Pour l'année en cours. Donc, ils sont actifs, qui sont en règle. Je vous dirais que c'est une très belle progression parce que quand on regarde décembre 2022, on avait 166 gouverneurs en règle et on est à 421. Et notre mission, c'est ça, c'est de parcourir un peu le Québec et dire, nous acceptons tous les enfants au Québec. Donc, tout le monde est interpellé, peu importe la région. Parce que si je comprends bien, autrefois, il y a quelques années, lorsqu'on parle de 166 gouverneurs, les dons provenaient davantage de la Montérégie, mais les enfants, eux, étaient associés à des hôpitaux un peu partout au Québec. Donc, il fallait sensibiliser les gouverneurs, les familles qui sont dans d'autres régions. C'est tout à fait ça, et c'est un peu notre leitmotiv de la dernière année 2024 qui a été d'aller parcourir le Québec et de se faire connaître. Un gouverneur à la fois, vous savez, c'est de prendre le temps d'expliquer la mission, de sensibiliser une personne, de dire, vous ne savez pas à quel point, avec votre 1 000 $, vous pouvez faire une différence chez une famille. Et ça résonne énormément dans le cœur des gens. Quand ils l'entendent, l'histoire, c'est souvent des mains levées qui s'en suivent. Là. Ouais. Déjà, souvent, on est touché par les causes autour des enfants, mais quand on sait que cet enfant-là, non seulement il est malade, mais en plus, c'est difficile, il est dans une famille qui peine un peu à joindre les deux bouts et que là, tout à coup, sa maladie vient emmener un autre difficulté au niveau du budget. Parlez-nous un peu de ce que ça représente comme situation, comme coût, là, avoir un... Tu sais, on parle d'un enfant, mais ça pourrait être n'importe quel proche, là. Être malade, ça coûte cher, malheureusement. Oui, ça coûte cher. Je peux vous parler plus précisément de l'impact sur une famille avec un enfant. Vous savez, souvent, les familles qu'on aide, ce sont des gens, des travailleurs qui, à cause de la maladie, doivent arrêter de travailler. Donc, souvent, 1 sur 2. Et là, quand on a épuisé là, nos assurances, tout ce que on peut recevoir là, par nos entreprises ou par le gouvernement, quand on a épuisé ça, là, on ne peut pas dire je retourne au travail. Là. Mon enfant est toujours hospitalisé. Toujours malade, oui. Bon. Alors, s'ensuit un creux budgétaire important, là. Important. Et là, déjà qu'il y a l'inquiétude d'accompagner cet enfant-là, dont la vie est menacée, de dire, bien là, pendant ce parcours-là, est-ce que je vais perdre ma maison? Est-ce que je vais perdre ma voiture? Donc, c'est des soucis qui s'ajoutent, vous comprenez, à ces familles-là. Et c'est là qu'on intervient. Parce que si on pouvait être magicien, on enlèverait la maladie. Mais nous, ce qu'on leur dit, c'est, écoutez, on va aller jusqu'à l'ordre de 1 000 $ par mois. Sous forme de carte cadeau. Donc, on va vous donner, on prend le temps d'évaluer ce que vit la famille. Est-ce qu'il y a des frères et sœurs? Parce qu'à la Fondation, je vais vous en reparler plus tard si vous voulez, mais la fratrie est un élément qui nous distingue et qui est essentiel dans notre approche de bienveillance. Mais donc, on prend le temps de dire quels sont vos besoins alimentaires. Est-ce que vous avez beaucoup de traitements à l'hôpital dans la prochaine semaine qui va générer des dépenses d'essence que vous n'avez pas habituellement? Vous savez, quand on demeure au Saguenay-Lac-Saint-Jean et que notre enfant se fait traiter à l'hôpital de Québec, il y a un budget d'essence là, qui vient de s'ajouter, qui n'était pas prévu. Puis quand on a une coupure budgétaire, vous voyez la problématique, on ne peut pas dire, j'irai pas au traitement de mon enfant. Aussi, on intervient en carte cadeau d'essence et en carte aussi à la pharmacie, parce que, croyez-le ou non, il y a des médicaments prescrits à ces enfants-là qui ne sont pas couverts. Et en tant que parent, est-ce qu'on dit, non, moi, je n'irai pas chercher la prescription. Donc, les parents sont confrontés à ils n'ont pas vraiment de choix à faire. Donc, elle s'ajoute à la maladie et à l'inquiétude
tout ce souci-là là, de dire qu'est-ce que je vais perdre, est-ce que je vais être capable d'y arriver. Parce que quand je vous entends, je crois qu'on comprend mieux à quel point ça touche beaucoup plus de gens qu'on le pense, parce qu'au départ, je le voyais comme des familles qui vivent déjà dans une certaine précarité, mais je comprends qu'une famille moyenne qui ne vit pas dans la précarité, qu'à un moment donné, elle arrive au bout de ses possibilités reliées à son emploi. Puis je pense entre autres aux travailleurs autonomes qui n'ont même pas ce filet de leur entreprise, qui n'ont pas nécessairement ce type d'assurance-là. C'est un revirement difficile qu'elles vivent, ces familles-là. On a des exemples, je peux vous donner. On a une famille qui opérait une garderie en milieu familial. C'est terminé, là. Pour le temps des traitements, la maman est au chevet de l'enfant. L'enfant ne doit pas être mis en contact avec d'autres parce qu'il les protège. Donc, on ferme, mais là, c'était un revenu familial, là. Donc, vous voyez, c'est vraiment monsieur, madame, tout le monde qui travaille et à qui arrive ce drame dans leur vie, là. Parce qu'un des critères, en gros, on en a deux principaux. Le premier, naturellement, c'est une maladie qui met en danger la vie de l'enfant. Ça, c'est un. Mais la deuxième, il doit y avoir un creux budgétaire. S'il n'y a pas de creux budgétaire, c'est pas dans nos actions d'intervenir. On est vraiment là pour le creux budgétaire. En fait, vous êtes là où il y a des besoins, puis j'imagine que des familles qui vivent cette réalité, qui elles-mêmes ont un enfant malade, mais qui n'ont pas de soucis financiers, vont être probablement les premiers à être sensibles à ce que vous développez comme mission et probablement vous en comptez parmi vos gouverneurs. Exactement, oui. Puis, je peux vous dire que les familles qui quittent, quand les familles quittent, il y a trois façons de quitter la fondation. Bien, il y a naturellement la rémission de l'enfant. Alors là, s'il y a rémission, on leur dit au revoir, mais on leur dit on sera toujours là. Même si c'est pas quelque chose qu'ils veulent entendre, mais une famille qui a été aidée par la fondation sera toujours bienvenue à revenir si le malheur frappe à nouveau. Il y a naturellement le décès. Alors, quand le décès survient, bien, la Fondation est là encore 4 mois dans la vie de la famille pour justement dire, écoutez, vous vivez ce qu'il y a de pire à vivre dans la vie. On va au moins vous soutenir, puis on va aussi vous offrir 1 mois de repas traiteur. Donc, encore là, on étudie où est-ce qu'ils demeurent, quels sont les traiteurs, ou déjà avec qui ils faisaient affaire. Et papa et maman n'ont pas à cuisiner pendant ce mois terrible-là parce qu'il y a la fratrie aussi qui est toujours là. Oui, parce que les enfants, justement, qui sont les frères et sœurs, j'imagine que c'est pas simple pour eux parce que leur vie aussi, à eux, est mise sur pause et ce sont des enfants qui sont en bonne santé et même, je peux imaginer que ces enfants-là, c'est pas aussi facile pour eux parce que toute la tension de leurs parents est sur leur petit frère ou leur petite sœur qui est malade. Et vous dites tellement vrai. Et à la Fondation, c'est un volet très important, comme je vous disais tantôt, la fratrie. Ces enfants-là vivent toutes sortes d'émotions, allant de, dans le fond, la jalousie, d'avoir papa, maman, beaucoup plus tournés vers l'enfant malade. Ce sont des enfants, puis je veux pas. On a même eu, une année, sur une liste de cadeaux de Noël, un enfant qui demandait un cancer pour retrouver maman. Mon Dieu! Ah, c'est terrible! Oui, je vous dis. Alors, et il y a ça, il y a aussi, ils se sentent coupables. Certains, ils vont dire, moi, je peux aller jouer dehors, mon petit frère peut pas. Ils se sentent coupables d'être capables de vivre ça. C'est comme une culpabilité des survivants, on le voit dans d'autres domaines aussi. Exactement. L'ennui, naturellement, de ne pas avoir maman, papa, ça, c'est terrible. Là. Ces enfants-là, ce sont des grandes personnes beaucoup trop tôt dans leur vie. Ils ont l'inquiétude aussi. Ils ressentent ce que les parents ressentent. Ils voient la précarité qui s'installe, l'école, tout ça. Souvent, eux-mêmes sont retirés du milieu scolaire pendant les périodes de traitement pour pas que l'enfant soit en contact avec des
des microbes qui mettraient en danger. Là, donc l'enfant, le frère, la sœur ne peut plus aller à l'école parce que son frère, sa sœur est malade et pourrait lui... OK, c'est vraiment un gros impact. Dans certains cas, là, je ne dis pas que c'est mais c'est pas sur tout le processus, mais il va y avoir des retraits comme ça. Puis ces familles-là aussi vont limiter les visites à la maison. Donc, tout ce qui était amis à la maison, il y a un impact direct. Il faut protéger l'enfant. Puis quand on est nous-mêmes un enfant, on ne comprend pas toujours toutes ces choses-là. À un moment donné, avec toute la bonne volonté du monde, ça reste un enfant. Hein? Donc, à la Fondation, ils font partie de nos... Pour nous, on les considère comme nos enfants, comme les enfants qui sont malades. Et ce qu'on fait, c'est qu'à leur anniversaire aussi, on leur envoie un cadeau, tout comme on envoie un cadeau à l'enfant malade. Quand arrive Noël puis qu'on débarque avec nos grands paniers de Noël, bien, les enfants, la fratrie aussi reçoivent des cadeaux qu'ils ont choisis eux-mêmes. Là. C'est pas des cadeaux achetés. Là. On a vraiment pris le temps de les écouter. Qu'est-ce que vous aimeriez? Donc, on arrive avec ça. Et quand arrive l'entrée scolaire, tous les enfants scolarisés, enfants malades ou enfants fratrie, reçoivent une carte cadeau d'entrée scolaire pour un nouveau sac. Puis, donc, ils sont toujours tenus en compte. Toujours. Et dites-moi, est-ce qu'ils ont accès à de l'aide psychologique ou aux travailleurs sociaux, ces enfants-là? Bien, habituellement, c'est plus dans nos cordes à nous, mais ce que je peux vous dire, c'est que dans nos dossiers, on a toujours une travailleuse sociale au dossier qui nous aide et puis qui aide la famille aussi à venir vers nous. Et naturellement, il y a l'intervention de la travailleuse sociale quand ils voient des choses critiques. Là. Ça, c'est assuré, mais c'est pas la Fondation qui... Je comprends. Vous travaillez en équipe avec eux. Geneviève, exactement. Je vous propose une courte pause et on poursuit l'entretien tout de suite après. Merci. Au micro, Chantal Doré avec vous pour les héros anonymes. Je suis très touchée par l'histoire qu'on nous raconte. En fait, les histoires qu'on nous raconte aujourd'hui aux héros anonymes. C'est sûr que les enfants sont toujours une cause qui nous tienne à cœur, mais on voit avec la Fondation Les Gouverneurs de l'Espoir, à quel point ça touche beaucoup plus que l'enfant malade. Là. C'est vraiment tout un système familial là, qui est affecté. Et je suis avec Geneviève Lerouzès pour en discuter. Geneviève, j'ai envie de voir avec vous, là... Parlez-nous un peu des gouverneurs. Là. On dit que ce sont des gens là, qui, peut-être, des fois, ont eu des enfants en rémission, mais qui sont les autres gouverneurs? Bien, je vous dirais que c'est monsieur, madame, un citoyen du monde qui entend parler de la Fondation. Comme là, qui est touché puis qui a envie de se dire « je veux faire quelque chose ». Exactement. Et puis qui dit « mais moi, je peux faire une différence ». Donc, puis comme je vous dis, le 1 000 $ est tellement près de la famille, vous savez, alors ça les interpelle. Et puis ils se disent, ben écoute, moi, ça peut être, c'est un enfant qui est dans mon école. Ça peut être, c'est quelqu'un de ma municipalité. Ça peut être tout simplement un grand-parent. Et ça, on en a plusieurs qui se disent, moi, j'ai des petits-enfants et j'ai la chance de les avoir tous en santé. Merci la vie. Puis je redonne aux suivants en disant, regardez, moi, je vous donne un don de 1 000 $. On a ça aussi. Des gens d'affaires aussi qui veulent aider dans la communauté. Puis qu'est-ce qui fait la différence? Mettons, on prend l'exemple d'un grand-parent. Il pourrait décider de soutenir lui-même ses enfants, ses petits-enfants, de le subventionner lui-même. Pourquoi pas le faire directement et passer par votre fondation? Qu'est-ce qu'ils viennent chercher davantage? Bien, je vous dirais que les grands-parents que nous avons ne sont pas des grands-parents des familles aidées. Là. C'est vraiment... D'accord. Oui, monsieur, madame, tout le monde, vous et moi. Qui se dit, moi, j'ai un petit enfant en santé, tant mieux, je suis chanceuse et je compatis que d'autres. OK, oui, je comprends. Exactement. Puis j'ai envie de faire une différence dans la vie de ces familles-là et de la fratrie.
Oui, parce qu'il y a j'entends beaucoup de reconnaissance. Il y a eu plusieurs organismes qui ont été fondés par nos invités, que c'est souvent quelqu'un qui se dit, ben moi, j'ai eu la chance, j'ai la grande chance d'avoir une bonne vie, puis j'ai envie de redonner. J'ai l'impression qu'il y a peut-être un peu de ça dans votre histoire aussi. Tout à fait. Puis on a des exemples de familles aidées dont la fin a été heureuse ou non, qui, après quelques années, disent, moi, soit par du bénévolat à nos événements, soit par eux-mêmes organisent des événements. J'ai un exemple de la famille de Étienne, qui, le papa et la maman sont très investis à la Fondation. Ils organisent un tournoi de washer, mais je vous dis, là, il y a beaucoup de monde. Et puis, vont remettre un montant à la Fondation suite à cette activité-là, puis qu'ils tiennent chez eux, mais qu'ils tiennent à nous redonner, comme dire, vous nous avez aidés au pire des moments. On a repris le travail aujourd'hui. On a toujours la fratrie qui est présente. On s'est remis sur pied par rapport financièrement et on a envie de vous redonner. Wow! Donc des activités, vraiment, tournoi de washer, je pense que c'était un jeu un peu comme... j'ai en tête les fers à cheval, là, mais... Oui, c'est ça, dans la bonne cible, là. Donc, c'est une compétition, puis c'est très amical, mais naturellement, les gens qui ont connu l'histoire, disons, plus près de cette famille-là, vont se déplacer en grand nombre. Nous, à la Fondation, on mousse un peu l'activité, on va en parler si les gens veulent y participer. Mais vous savez, chacun remet à sa façon. Mais je vous dirais, comme vous l'avez mentionné, il y a beaucoup de reconnaissance qui viennent de nos familles suivant peu importe la façon dont ça se termine. Là. Dans les activités de financement, on a le classique golf, mais j'ai vu qu'il y avait un bal des enfants. Qu'est-ce que c'est? Ah, mais ça, je suis contente que vous en parliez. On a formé le tout premier conseil des enfants à la Fondation l'an dernier. Et la raison pour laquelle je voulais m'adjoindre, j'ai le conseil des grands, le conseil d'administration, puis je voulais m'adjoindre le conseil des enfants, tout simplement pour me garder et nous garder, nous les grands, dans le monde de l'enfance. Ah, vous continuez un petit peu, vous disiez les donateurs, ils sont près de leurs dons, mais vous, comme dirigeante, vous souhaitiez être près de votre cause. Exactement. Et puis eux, comment ils décrivent ça, la maladie? Comment ils voient ça, la mort d'un enfant? C'est quoi les mots qu'ils utilisent? Et un jour, le Conseil des enfants nous a dit, vous les grands, vous avez votre grand bal, le bal des gouverneurs, naturellement. Alors nous, on veut notre bal aussi. Alors, tout simplement, vous savez, là, ils voulaient même avoir une plage intérieure, des envolées d'oiseaux. Là, vous savez, des enfants, c'est... Ça a de l'imagination. Ah oui. Mais on a quand même réussi à faire un premier événement et eux nous ont dit, nous, cette journée-là, on veut inviter des enfants malades. On veut qu'ils soient assis dans la salle, au même titre que nous, que pour l'instant, d'une journée, on est tous égaux. Ah, c'est touchant. Oui, puis je peux vous dire que ça nous a fait réfléchir les grands, là, vraiment. Et a eu lieu cette journée-là, l'an passé, le premier bal de Tipou, parce qu'on a notre mascotte qui s'appelle Tipou. Et les enfants qui étaient en rémission ou qui étaient assez forts pour pouvoir venir, qui avaient l'autorisation des médecins, ont tous été invités gratuitement avec leur famille. Et ça, c'est des donateurs qui disaient, moi, je veux inviter une famille, voici des sous, puis assoyez-les à la table, vous comprenez? Suite à ça, ça a été un succès et ça revient cette année. Donc, le prochain bal de Tipou, c'est le dimanche 13 avril à la salle Plaza de la Prairie. Et ce qu'on y voit beaucoup, naturellement, c'est des parents c'est sous forme de brunch avec des ateliers pour les enfants. Tout est gratuit à l'intérieur. Ils peuvent jouer, s'amuser. Ils ont de la barbe à papa. Tout ce que le conseil nous a demandé, mis à part l'envolée d'oiseaux. Vous êtes entendu sur la barbe à papa. On s'est entendu, exactement. Mais qu'on soit un enfant plus chanceux, plus fortuné que papa, maman peuvent m'acheter la barbe à papa, ou un enfant qui vit l'impensable, tout le monde est égaux et tout est gratuit. On n'a pas, les enfants peuvent venir et pas avoir à dire, j'aimerais ça, ou être envieux de ceux qui ont les moyens de dire, je peux y aller. Et
Et parmi, dans ce conseil-là des enfants, est-ce que ce sont eux-mêmes des gouverneurs? Est-ce qu'ils amassent aussi des dons, les jeunes? C'est une excellente question parce que ça nous a vraiment aussi ébranlés. Puis ça ébranle aussi les gens quand on dit « j'ai 11 ans et j'ai ramassé 1 000 $ pour devenir gouverneur ». Ah oui, comment? Ben j'ai ramassé des bouteilles vides, je suis allée, j'ai fait des petits bracelets, j'ai fait du porte-à-porte, je suis allée vendre. Et effectivement, le conseil, il est formé d'enfants philanthropes comme ça, qui ont décidé de le faire. Et c'est pas papa, maman qui paie leur cotisation. Ce sont vraiment des enfants engagés qui désirent faire une différence. Ils vont organiser des journées dans leur école, journée pyjama. Si tu viens en pyjama, tu dois donner 2 $. Vous voyez, des activités que les enfants vont faire. Et on a aussi, qui siège sur le conseil, 2 enfants survivants qui ont été aidés par la Fondation et un petit garçon qui a perdu sa petite sœur, donc qui représente la fratrie. Et ces enfants-là s'assoient ensemble. C'est tellement beau à voir. Je ne sais pas comment vous le décrire, mais c'est les adultes de demain, là. Vous imaginez l'expérience qu'ils vivent. C'est extraordinaire. Extraordinaire. Qu'est-ce que vous avez appris de ce conseil des enfants? Comment ça a inspiré le conseil des grands? La proximité. De ne jamais oublier pour qui on le fait, puis de toujours essayer de les intégrer lorsque c'est possible. C'est ça. Vraiment, vraiment. Puis que le mot, eux, ils utilisent beaucoup le mot injustice. C'est injuste. Ça sort beaucoup. Et de garder ça en tête, de dire ces familles-là vivent le pire cauchemar que aucun parent ne veut vivre. Puis qu'à l'intérieur de ça, il y a les yeux de l'enfant posés sur que ce soit un donateur, que ce soit un parent qui le vit ou un petit frère. Fait qu'on a comme, comment on voit ça? Quelles sont les peurs qu'on vit? Quelles sont les joies aussi qu'on peut avoir lorsqu'une bonne nouvelle? Puis, fait que, ils sont tellement vrais, hein? Il n'y a pas de je vais paraître, il faudrait que je réponde la bonne question. Non, c'est... Mais donc, ça vous inspire aussi à peut-être mener un conseil d'administration avec plus d'authenticité, plus de transparence, en se vulnérabilisant aussi? Exactement. Et puis, je peux vous dire que c'est mission accomplie parce qu'on a un conseil d'administration des plus engagés, des hommes et femmes qui ont un horaire bien chargé, mais qui mettent au cœur de leur quotidien la Fondation pour en faire une différence et la faire rayonner. C'est notre grande mission là, dans les 3 prochaines années, la faire rayonner à travers le Québec, la faire connaître. Parce que c'est ça, j'ai compris que vous avez malheureusement des listes d'attente. Oui, et ça, c'est tout nouveau. Je vous dirais que... Okay. Oui. On est allé à la rencontre des hôpitaux pédiatriques du Québec, des quatre hôpitaux. On est allé à la rencontre des travailleurs sociaux, on s'est assis avec eux, on s'est présenté, on leur a dit quels sont nos critères, quand est-ce qu'ils nous envoyaient des familles, quand est-ce que ça ne s'appliquait pas. Et depuis ce temps-là, il y a comme encore plus une visibilité dans leur plan de travail de la Fondation. On devient un outil de choix quand ils accompagnent ces familles-là. Je vous donne un exemple. En 2022, on a aidé 44 familles. En 2024, on a aidé 114. 2 ans plus tard. 2 ans plus tard. C'est presque le triple. Oui, c'est ça. Fait que vous voyez un peu, si vous faites les chiffres, vous calculez 1 000 $ par mois, fois 114, fois 12, ça vous donne des chiffres. Oui. Alors là, les donateurs, ça doit suivre, là. Et on a été capable de maintenir un certain rythme. Et là, on leur dit, vous êtes, dans le fond, vous rencontrez les critères de sélection. Donc, aussitôt qu'on a une place qui se libère ou de l'argent additionnel qui arrive, on vous accueille à bras ouverts. Et vous comprenez que pour nous, là, ça doit être déchirant, j'imagine. Comment on peut mettre une famille avec un enfant dont la vie est menacée en attente? Il n'y en a pas de temps. Il n'y a pas... Alors, ça, c'est notre réalité. Mais en même temps, comme je vous parlais tantôt, c'est notre leitmotiv un peu. On se dit,
On a des familles en attente. Il faut travailler encore plus fort. Qu'on se lève le matin puis on y va. Geneviève Lerouzès, je vous remercie. Je rappelle la Fondation Les Gouverneurs de l'Espoir. J'invite nos auditeurs à aller sur votre site Internet pour en savoir davantage et peut-être participer si vous en avez l'occasion au bal des enfants le 13 avril prochain. Merci beaucoup, Geneviève. Merci à vous énormément de la belle opportunité que vous nous avez offert aujourd'hui de nous faire connaître. C'est un grand plaisir. C'est la mission des Héros Anonymes, une mission conjointe avec Catherine Bourderon à la recherche, Mathieu Tessier en régie, Jean-Sébastien Laliberté, chef diffusion technique. Si vous avez envie de nous soutenir dans cette mission, de vous raconter toute cette histoire, vous pouvez aller sur canalem.vuesetvoix.com. Nous avons également une page pour les dons, pour le bénévolat. Et écoutez nos épisodes. Il y a tout plein d'inspiration. Je pense que c'est le mot que je garde aujourd'hui. Il y a moyen de faire une différence et vous le pouvez vous aussi. Merci d'être à l'écoute. Au revoir.